avait plein de choses que je m'étais peut-être dit, je vais m'attendre, qu'est-ce qui va se passer? Je m'attendais vraiment pas à pleurer ce matin. Une chance que tu as arrêté. 3-4 phrases de plus, c'est vraiment émouvant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir qu'on fait des efforts, ne serait-ce que notre personnalité peut inspirer des gens. Bien, c'est la réponse même pour moi du succès dans la vie. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Je me rappelle avoir dit à Stéphanie, elle dit, as-tu besoin de quoi que ce soit pour ta présentation? J'ai dit, non, tout devrait aller. J'ai dit, un bon café le matin. Puis j'ai dit, bien, j'espère au moins 2 personnes. Fait que, merci beaucoup. Pourquoi je vous dis ça? Bien, j'étais honorée quand on m'a demandé de venir participer au... on va changer ça. Quand on m'a approché, bien évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Puis après ça, avec du recul, je suis retournée chez moi puis j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dit, je vais parler de quoi? Je savais que Stéphanie et Sonia m'avaient rencontrée. Ils ont dit, Marc-Claude, fais juste parler de toi, parle de ta vie, tu as un parcours atypique. J'ai dit, oui, c'est ça, mais j'ai dit, mon objectif, c'est pas d'aller parler de moi. Il me semble que c'est pas mon genre, c'est pas ma nature. Donc, mon objectif ce matin, oui, je vais vous décrire mon parcours, soit évidemment un petit peu atypique par rapport à peut-être certaines personnes. Mais mon objectif, c'est en vous décrivant mon parcours, en vous parlant de moi, bien, ce que je vais mettre l'emphase dessus, c'est les leçons de vie que j'ai apprises au cours de mon parcours. Puis ces leçons-là, écoutez, je n'ai pas de recette magique, là, je ne veux pas en décevoir personne, vous n'allez rien apprendre ce matin, OK? Ce que je vais vous dire, soit que vos parents vous l'ont dit, soit que vos professeurs vous l'ont dit, soit que vos patrons vous l'ont dit, peu importe, ça va être une répétition, mais ce que moi, ça m'a permis de faire aussi, c'est de découvrir que la base, les principes de base qu'on a trop tendance souvent à oublier, bien, c'est ce qui nous permet de surmonter nos défis puis surmonter les obstacles dans nos vies professionnelles et dans nos vies personnelles. Puis là, l'autre chose que j'ai réalisée, c'est qu'en 30 minutes, là, je partageais avec certains amis et collègues ce matin, j'ai dit, passer à travers toutes les images, tout mon parcours, ça m'a fait réaliser pourquoi j'ai des rides. Donc, j'ai dû couper. Je n'ai pas le temps en 30 minutes de tout vous partager. Alors, j'en ai choisi, ça allait bien avec le thème, j'ai choisi certains moments particuliers de ma vie et vous allez comprendre. Vous allez aussi comprendre, bien, la tuque, c'est pas compliqué, c'était la journée porte à tuque. Je commence à le regretter, il fait quand même très, très, très chaud. Je vais demeurer solidaire au Mégantuc, je vais la garder tout le long. Vous allez aussi comprendre le chandail du Canadien et le port du coquelicot un peu plus tard, je l'espère, à la fin de la présentation. Alors, on y va. Ça va. Donc, évidemment, oui, on a parlé beaucoup du parcours professionnel atypique que j'ai. Mon enfance, elle a été normale, donc ça, c'est pas... je vous rassure tout de suite. Mais on apprend tous des choses qui se passent dans notre vie dès notre jeune enfance. On veut pas, qu'on l'accepte, qu'on l'accepte pas. Notre enfance nous amène déjà sur les pistes de où on va aboutir dans la vie. Alors, je pensais vous partager certains moments de mon enfance. OK? Puis aussi, l'autre chose, quand je me suis posé la question, quelle langue je prends pour vous parler de mon parcours, pour que ce ne soit pas juste une liste de choses. Et là, je me suis mis à me rappeler, à un moment donné, j'ai eu un flash, puis il y a quelques années, ça fait peut-être déjà de cela 15 ans, ça va vite, bien, vous savez, vous allez apprendre, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai fait un long parcours dans le militaire, dans l'armée, et j'avais ce que je pourrais appeler une employée, mais bon, bref, une jeune officier, puis j'étais en entrevue d'évaluation de rendement avec elle. Puis je lui apprenais que les choses n'allaient peut-être pas nécessairement très bien pour elle, mais que je voulais lui apporter des pistes de solutions, comme comment elle pouvait grandir, comment elle pouvait s'améliorer. Puis j'ai vu dès le départ qu'elle a eu de la difficulté. C'était une fille, évidemment, qui avait passé par le collège militaire, qui était rendue dans l'armée elle aussi. Pour qu'elle se rende là, c'était une fille, une première de classe, qui a toujours bien fait dans la vie. Et puis là, je pense, pour une des premières fois, elle se faisait dire « T'es peut-être pas là encore ». Et puis, la réponse qu'elle m'a donnée, elle a dit « Ouais, mais on sait bien, toi. » C'est en anglais, là, mais je vais le traduire. Elle dit « On sait bien, toi, tout est facile pour toi. » Alors, j'ai dit « Ça veut dire quoi, ça, tout est facile pour toi? » Et on a discuté, on a mis l'évaluation de côté et j'ai dit « Qu'est-ce que tu t'imagines? » Et puis là, je me suis rendu compte que pour elle, parce que j'étais dans un poste très élevé dans l'armée, elle m'avait imaginé comme le Golden Child, que dès mon enfance, moi je suis venue au monde là, enrobée d'or, puis j'étais un beau bébé, puis mes parents m'ont tout donné, puis tout était facile.
Alors, c'est cet angle-là que je prends ce matin pour vous démontrer si c'est vrai ce qu'elle pensait. Donc, une enfance commence bien, j'imagine, si on a un beau bébé. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais c'est moi. Non seulement j'étais vraiment pas belle, je fais peur. Je regardais cette photo-là, mais j'ai dit, mais je fais vraiment peur. Mais t'es contente. Bien, moi, je suis contente. Regardez mon frère. Non seulement j'étais vraiment pas belle, je faisais peur, j'avais un frère qui clairement était très, très, très content d'avoir été invité à mon anniversaire. Hein? Donc, j'étais peut-être pas le golden child qui est né tout beau bébé, etc. OK? Il y a une chose, par contre, qui évidemment me rendait vraiment joyeuse. Hein? C'est là, vous ne le voyez pas, mais c'est du chocolat que j'ai tout alentour de la bouche. Alors, clairement, une chance que j'avais le chocolat dans la vie parce que ce n'est pas mon frère qui me rendait si heureuse, je pense. Voilà ce que le chocolat a fait à Marie-Claude. Je l'ai peut-être aimé un petit peu trop. OK? Écoutez, je vous montre ça. C'est pas par rapport au fait que j'étais un petit peu ronde. C'est le premier moment de ma vie que j'ai choisi de partager avec vous pour vous montrer que déjà, dès 8 ans, j'ai appris des leçons de vie qui, encore aujourd'hui, j'utilise au quotidien. Ce que j'ai appris, c'est pas qu'avoir du surpoids, c'est un problème. C'était pas ça. Ce que j'ai appris, c'est que moi, personnellement, ça me rendait extrêmement malheureuse. Je me rappelle encore, j'oublie le nom du magasin sur la rue Frontenac, ici. Non, c'était Laurent Cloutier qui vendait ça. Mode libre, ou la version plus vieille. Bref, je me rappelle encore, chez Madeleine aussi, je me rappelle vraiment pleurer dans les cabines d'essayage année après année, après année, après année, en essayant du linge. On sait tous que les enfants à l'école sont un peu méchants, donc j'étais malheureuse. Et mes parents ont vu ça. À 8 ans, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Mes parents ont vu ça et c'est les premières leçons que j'ai eues. L'esprit d'équipe, le travail d'équipe, l'importance de passer à l'action. Si tu es malheureux dans une situation, le statu quo est simplement inacceptable. Faites quelque chose. Peu importe, mais faites quelque chose. Si ça ne va pas dans votre vie. Pour moi, ça n'allait pas, mais à 8 ans, je n'étais pas assez mature pour prendre action. Mes parents ont vu ça. Et puis, on commençait à me parler de l'importance de... Là, quand je parle de travail d'équipe, l'autre leçon, ça a été, écoutez, tout un travail d'équipe pour que j'y arrive. À 8 ans, tu ne veux pas nécessairement suivre une diète. À 8 ans, quand on demande à des spécialistes, à 8 ans, là, je parle d'il y a plus de 30 ans, c'était pas comme aujourd'hui, perdre du poids. C'était calorie in, calories out, hein? Aussi simple que ça. Aucun spécialiste voulait me suivre. Il avait peur que ça affecte ma croissance. Et il avait peur d'être responsable d'avoir affecté ma croissance. Donc, le défi de perdre du poids, ça a été un défi entre ma famille et moi. Et le travail d'équipe, la leçon de travail d'équipe, c'est là que je l'ai appris. Ça a duré 5 ans. Ça a été 5 ans où mon frère, que vous avez vu plus tôt, a dû se priver de sacs de chips, de bonbons, de gâteaux et de tout. J'étais pas assez forte pour ne pas tricher si ces belles choses-là étaient dans la maison. Donc, il a accepté, avec mon père et ma mère, pendant 5 ans, de se priver de ces choses-là à la maison pour me donner un coup de main. 5 ans plus tard, regardez ici, hein, c'est pas pour vous montrer la belle tapisserie. On en a toutes, le tapis, la tapisserie, hein? Wow! Bon, et puis après ça, on pourrait dire, je reviens à ma collègue, hein, je reviens à la fille qui dit « Ah, toi, t'es un golden child. » OK, j'étais pas un beau bébé. J'avais un frère qui était comme la sœur. J'ai eu un gros défi à vivre en famille pendant 5 ans pour perdre du poids. Et puis après ça, on peut penser, bon, bien là, ça y est, là, le gros défi, là, Marie-Claude, rendue à 13 ans, elle est prête pour partir à l'aventure, elle est prête pour tout affronter. Son défi personnel de perdre du poids est maintenant réglé. Eh bien non, c'est pas juste là, hein? Peut-être qu'on se dit que dans la vie, avoir une personnalité super joyeuse, avoir rayonné la confiance en soi, ça c'est moi. Quand on parle de rayonner la confiance, regardez bien mon frère, qui est la fameuse coupe Longueuil des années, mais clairement, il est heureux. Regardez ma mère, belle maman, heureuse, en public, avec une image comme ça, c'est super. Regardez non seulement mon expression faciale, mais regardez comment je tiens mon père. Je suis rendue à 14 ans.
c'était difficile socialement. J'avais beau avoir plus de chocolat autour de la bouche, j'avais beau avoir perdu le poids, vous voyez que j'ai réussi à le maintenir. J'étais très, très, très timide. J'avais zéro confiance en moi, malgré le défi que j'avais surmonté. Et encore là, avec l'aide de ma famille, ils ne m'ont jamais poussé, ils ne m'ont pas forcé à rien faire. Ils me donnaient des petits encouragements, des petites suggestions. Et puis, on m'a inscrit, sans me forcer, à une ligue d'improvisation à la fin du primaire. Je pleurais chaque veille de match, tellement j'étais stressée. Mais il y avait une petite étincelle en moi qui me disait « Non, je ne lâche pas, j'y vais. J'y vais. » Puis peut-être qu'encore là, à cet âge-là, je ne savais pas vraiment pourquoi. Je détestais l'improvisation, ça allait contre le manque de confiance et tout. Mais je suis allée. Et puis, je peux vous dire que l'improvisation a changé ma vie. Le plus beau cadeau que mes parents auraient pu me donner, ma famille, c'est de m'avoir permis de tenter de m'envoyer vers ça. La confiance en soi, ce que j'ai gagné à peu près dans ma jeune adolescence, j'en suis convaincue aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis le plus d'atteindre les sommets et d'avoir le parcours dont j'ai eu. Donc, pas nécessairement le golden child tout facile. Mais à partir de ça, par exemple, rendu au secondaire 5, maintenant que j'avais pleinement confiance en moi, j'étais prête pour partir pour l'aventure. Donc, on fait quoi partir à l'aventure quand on est en secondaire 5? Mes parents, j'avais des bonnes notes à l'école. J'étais inscrite à l'École internationale de Québec. Je m'en allais en génie électrique. Et puis, on avait même été à Québec. Mes parents m'avaient inscrit pour l'hébergement chez les Ursulines. Mais j'étais correcte avec ça. Et un jour, je suis arrivée à la maison et j'ai dit, « Papa, maman, je veux aller au collège militaire. Je rentre dans l'armée. » Après que ma mère ait perdu connaissance et qu'on l'ait ramassée, on s'est mis à jaser. Et dans le fond, même chose, la même attitude qu'ils m'ont inculquée depuis le début. Ils m'ont dit, « Pourquoi tu veux aller là? » Ma mère pleurait, je la vois encore. Elle s'imaginait, je m'en vais au front, je vais mourir au premier de mon 90 livres parce que j'avais toujours pas repris le poids et je pesais en secondaire 5, 90 livres. J'avais zéro masse musculaire, j'étais toute petite. Et puis finalement, j'ai dit, je sais pas, ça m'intéresse, c'est un défi, je parle pas un mot d'anglais. Bien, outre toaster, hot dog, cheese whiz, c'est à peu près les mots anglais que je connaissais en secondaire 5. J'ai dit, ça dit sur le pamphlet que je vais assurément graduer bilingue avec un diplôme d'études universitaires bien reconnu au Canada. Et puis, l'armée, ça semble une aventure intéressante. Donc, on est allé. Mais ce ne fut pas facile. Quand je suis entrée, c'est 5 ans d'études au collège militaire et je me suis dit, bon, on va y aller une année à la fois, on va aller voir ce qui se passe là. Et puis, petit à petit, je ne me suis jamais mis le stress de dire, il faut absolument que je gradue de là. J'ai dit, je vais aller voir ce qui se passe. Et puis, petit à petit, avec les leçons que j'avais déjà apprises de mes parents déjà, la persévérance, la détermination, l'esprit d'équipe, l'importance de passer à l'action, j'ai mis ça en œuvre et 5 ans plus tard, me voilà graduée du collège militaire. J'ai fréquenté les 3 collèges militaires, celui-là à Saint-Jean-sur-Richelieu, celui-là Royal Roads à Victoria en Colombie-Britannique, pour aller apprendre l'anglais. Et j'ai gradué à Kingston parce que mon programme académique en maths et physique ne se donnait pas à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, me voilà avec mon petit chapeau de singe. J'ai appris une chose au collège militaire très importante. Une chose est certaine, que jamais que personne ne va pas me dire que c'est pas vrai. Daniel, je te regarde. Un homme en uniforme, ça pogne. Une fille en uniforme, c'est d'autres choses. Pendant mon 5 ans au collège militaire, j'ai sorti dans les bars en ville avec mes collègues. Imaginez-vous le film, là, Officer and Gentleman? C'était comme ça. C'était comme tout le monde sur les gars. Et puis Marie-Claude restait dans son « Oh, excuse-moi, j'ai passé devant, tu m'avais dit de ne pas faire ça. » Et puis, en uniforme, on pouvait voir que c'était peut-être pas la même chose avec une femme, mais quand même. Et puis, vous pouvez voir, c'est pas nécessairement... En tout cas, le chapeau, c'était... Hein? Au collège militaire, c'est un peu comme la dernière chanson de Lady Gaga. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez entendue. « You're giving me 1,000 reasons to quit, to leave, but I only need one good one to stay. » C'est ce qui m'a permis de rester 5 ans au collège militaire.
Et une bonne raison qui m'a permis de rester, c'était l'équipe, c'était mes collègues, c'était les personnes, c'était l'être humain. Je peux vous le dire, j'ai eu des milliers de raisons de lâcher. Et les premières ont survenu après 5 minutes à mon arrivée au collège militaire. Ça n'a pas été long. Je m'imagine encore, je me vois encore, ma mère et mon père dans l'auto, il fallait qu'ils partent. Ma mère qui baissait la fenêtre. Je te le jure, tu peux rembarquer dans l'auto, Marc-Claude, t'es pas obligé de venir ici. Je dis, maman, va-t'en, tu me fais honte. OK? Donc, à partir du départ de mon arrivée, j'ai eu des milliers de raisons de quitter. Je vous en montre une. Je m'en rappelle encore. Je pensais mourir. Mais j'ai pris la peine de faire un montage des 2 photos pour vous montrer, regardez ici. On m'aide. Je vous parlais d'Officer and Gentleman, je ne suis pas gênée de le dire. Si vous regardez des films d'armée aujourd'hui, de mon 90 livres, j'étais comme celle d'un film qui traîne en arrière. Je n'étais pas capable de suivre, je n'étais pas assez forte. Maintenant, grâce à Marie-Ève, je me fais un peu de muscle. Mais j'ai été supportée comme ça. Est-ce que ça leur faisait plaisir à mes collègues de me supporter comme ça? Probablement non. Il y en avait assez, lui aussi, là, dans la boîte. Il a choisi de m'aider. Esprit d'équipe. Au collège militaire, dans l'armée, l'entraînement qu'on fait, tout est conçu pour que ça ne se fasse pas, pour qu'on ne réussisse pas individuellement. On est obligé de le faire en équipe. Je ne sais pas si vous voyez bien, à cause du... Je suis dans une tranchée que j'ai creusée moi-même, très creux, et je suis endormie. Et ce qu'on voit ici, c'est une C7, un C9, machine gun, full automatique. Je suis endormie sur le poste d'observation. Vous n'avez pas besoin de faire de l'armée pour savoir que ce n'est pas une bonne chose. Ça fait plus de 30 ans et je me rappelle encore très, très, très clairement la punition que j'ai eue. Okay? Mais ce que je me disais, c'est quoi le rapport, là? On est jeunes dans ça, là. Chill, man. C'est pas grave, là. C'est juste l'entraînement, c'est pas la vraie guerre, là. Come on. Ça donne quoi, tu sais? Bien, ce que ça donne, j'ai compris plus tard, c'était pour eux autres que je le faisais. J'étais en entraînement, c'était peut-être, je ne comprenais pas pourquoi. J'ai compris quand je suis arrivée en vrai milieu opérationnel avec des vrais soldats, dans une vraie guerre, entre guillemets, il y avait besoin d'un officier à qui il pouvait faire confiance. Un officier qui était en forme, qui était allumé, qui pouvait passer à l'action, puis qui n'allait jamais les laisser tomber. Je reviens un peu plus tard. L'armée, un monde d'hommes. Un autre défi que j'ai dû surmonter. Je parle encore là d'il y a 30 ans. Les femmes dans l'armée, c'était pas nécessairement accepté. C'était des gros défis devant nous. Et puis, non seulement c'est un monde d'hommes, c'est pas un monde d'hommes, comment pourrais-je dire? La moyenne. Ces 2 hommes-là ne sont pas sur un tabouret. Ils sont vraiment debout, au même niveau que moi. Et c'est pas juste 2 hommes que j'ai dit hey, « ça va faire une belle photo, venez-vous-en ici ». C'était 2 soldats qui étaient sous ma charge. Okay? Alors là, encore des leçons de vie que j'ai apprises. Oui, je vous parle d'esprit d'équipe, je vous parle de tout ça, mais une autre leçon de vie qui, pour moi, était très importante et qui l'est encore aujourd'hui, c'est beau de se faire dire qu'on va être superwoman, on veut être tout dans la vie, mais on ne peut pas être tout. À un moment donné, on a des limites, il faut les accepter, il faut les respecter. Focusons sur nos forces, focusons sur ce qu'on peut faire. J'ai côtoyé des femmes à mes côtés qui, elles, étaient mordues sur l'importance de l'égalité de la femme avec les hommes. Je suis pour ça. Je suis vraiment pour ça. Mais je ne peux pas penser, je ne peux pas exiger que ces 2 hommes-là, rendus en milieu opérationnel avec moi, ne peuvent pas être inquiets de partir au front à mes côtés. Honnêtement, il faut se le dire. Je sais qu'ils vont me faire confiance 100% pour prendre les décisions. Je sais qu'ils vont me faire confiance que je ne les mettrai pas en danger et que je vais m'assurer que je ne les enverrai pas à quelque part où leur vie, oui, parfois est en danger, mais ils vont me faire confiance. Je sais pertinemment bien, par contre, que si je vais à leur côté, puis quelque chose arrive, ils vont me prendre sur leurs épaules, ils vont me sortir du pétrin. C'est impossible que je sorte un d'eux du pétrin. C'est des limites qu'il fallait accepter au cours de mon parcours dans l'armée. Et puis, j'ai dû adapter mon style de leadership avec eux pour qu'ils me comprennent, pour qu'ils me respectent. Et je peux vous dire que
Ils ont beaucoup plus respecté mon style de leadership, ils m'ont beaucoup plus respecté comme personne quand ils ont vu que j'ai adapté. J'ai eu des officiers supérieurs de leur grosseur. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était élever le ton, et puis tout le monde avait peur. Ils se croyaient respectés. C'est d'autres choses. Vous imaginez que moi, lever le ton en regardant par en haut comme ça, ça n'a peut-être pas le même effet. Donc, on a travaillé sur le côté leadership au féminin, on a travaillé sur le côté un petit peu plus humain. Là, je vois que je vais manquer de temps, je vais aller un petit peu plus vite. Ça m'a permis, en adaptant mon leadership comme ça, en parlant aux gens, en prenant le temps de les comprendre, en développant avec eux, en leur faisant comprendre certaines choses, que j'avais un cœur, puis que j'étais là pour les respecter, puis que je n'étais pas là pour les mettre en danger et qu'ils pouvaient me faire confiance. Ça m'a permis de devenir la première femme commandante d'une unité de transmission opérationnelle dans l'histoire des Forces armées canadiennes. Mais je ne l'ai pas fait juste à cause de moi, je l'ai fait à cause des gens à côté de moi. Je ne me serais jamais rendue là si les hommes que vous avez vus à côté ne m'avaient pas fait confiance. C'est encore une fois du travail d'équipe. Des petits trucs. Je parle d'esprit d'équipe, je parle de l'importance de la fierté aussi et de l'audace qui ont aussi guidé mon parcours de vie. Ici, on me voit à l'arrivée d'un Ironman militaire. Okay, je ne suis pas en costume de bain, je ne suis pas en wetsuit. Ce n'est pas un Ironman comme on les connaît. Le Ironman militaire est une compétition traditionnelle dans l'armée où on fait 35 km de course, de jogging, en uniforme, avec un pack-sac de 45 livres, que tu sois femme ou que tu sois homme. Après le 35 km, tu arrives au bout, tu prends ton canot de 80 livres, tu fais du portage sur 4,5 km, toujours avec le foutu pack-sac. À ce moment-là, je traîne plus que mon poids personnel. Je souffre, j'ai le goût de pleurer. Ensuite, on arrive sur une rivière à courant. Il faut faire 8 km de canot, seul dans ton canot. Tu essaies de ne pas chavirer. Et à l'arrivée, 6 km de sprint vers la fin. Jamais je pensais pouvoir accomplir cet effort physique, cet événement sportif. L'unité opérationnelle que j'avais quand je suis arrivée au commandement avait un petit défi de morale. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour apporter la fierté dans cette organisation? Alors là, je me suis dit, Marie-Claude, c'est le temps d'avoir de l'audace, c'est le temps d'être courageuse, c'est le temps de prendre un risque. Alors, je me suis inscrite à la compétition. Une fois inscrite, j'allais voir mon organisation et j'ai dit, je vous lance un défi. J'ai dit, tous ceux qui veulent faire, on va s'entraîner ensemble et on va y arriver. Et on va montrer aux infanteries, on va montrer aux forces spéciales que ce n'est pas parce qu'on est des transmissions, nous autres, qu'on s'occupe des communications, là, qu'on est juste des geeks puis des intellectuels, on va leur montrer qu'on est capable de le faire. Parce que traditionnellement, cette unité-là, d'intellectuels, ne participait pas. On s'est entraînés, je leur ai donné un défi le matin, on part à 4 heures du matin dans le noir. Je leur ai dit, le premier 90 % du parcours, je pars derrière vous, je ne veux pas en dépasser un. Vous restez. Tant et si longtemps que vous êtes devant moi, ça va bien. Le dernier 10 %, on se pose à fond et on arrive tous au fil d'arrivée. C'est moi et mon adjudant à l'arrivée, après 9 heures de course. J'ai un sourire, mais je peux vous dire que ça ne me tentait pas. J'étais contente d'arriver et je m'étais promis que le canot, je n'en ferais plus jamais de ma vie. 100 % les 30 quelques soldats qui ont participé ont tous fini. À la fin, à la remise des médailles, tu vas me dire que j'ai presque fini. Hein? À la fin, à la remise des médailles, on était avec les infanteries, les forces spéciales, les blindés, les artilleurs et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Et on était la seule unité à avoir 100 % de personnes qui ont complété le parcours. Alors, je peux vous dire qu'on ne l'a pas remis sous le nez des autres, mais la fierté était revenue au sein de l'unité. On a dit, on a beau être des petites transmissions, des petits intellectuels, et on regardait les artilleurs, les blindés, on les choses, on était, toi, t'avais mal, t'avais des ampoules, ben t'as arrêté. Moi, j'ai continué. Tough, hein? Bon. Alors, on a tous terminé. Des exemples comme ça. Vous n'êtes pas obligé de vous donner des défis de Ironman. Donnez-vous des petits défis et vous allez voir qu'après ça, quand vous les surmontez, ça va bien. Après ça, multiples déploiements que j'ai faits.
Quand on pense qu'on l'a dur, bien, rappelez-vous, permettez-vous de vous comparer à vous-même, à ce que vous avez vécu dans le passé ou à d'autres, et vous allez voir si ça met les choses en perspective, puis des fois, c'est peut-être pas si dur que ça. Par exemple, dernièrement, là, il y a eu beaucoup de pluie. Là. Tu sais, quand on sort le matin, on est pressé, on sort une petite couche de glace sur nos voitures, puis là, on sac, puis on dit « je vais être en retard à l'ouvrage, maudite température, maudite de météo ». Rappelez-vous, 1998! Ça a été plus long à déblayer. On peut toujours mettre les choses en perspective. Notre vie, qui semble misérable au moment même, peut parfois paraître moins misérable si on se rappelle certains moments. Mes déploiements, là, c'est là que je vous ai dit que j'en ai coupé plein. Une petite Afghane. Cette fille-là n'est probablement plus en vie aujourd'hui. Elle a probablement fait des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher un cruchon d'eau. Il y en a qui l'ont pas mal plus rough que nous autres. Ça vaut la peine parfois de passer à ça. Quand vous êtes dans une file d'attente à l'épicerie et vous trouvez que ça ne va pas assez vite, que la caissière n'est pas assez rapide ou peu importe, passez à cette Afghane. Vous avez un panier plein. Je vous dis ça, ça paraît simple. Moi aussi, là, je perds patience des fois. Là. Mais ça vaut la peine de se le rappeler une fois de temps en temps. Quand vous pensez que votre signal cellulaire est pas assez fort. Ça, c'est une photo que j'ai prise quand j'étais au Kosovo. Évidemment, tous les points de communication avaient été bombardés. Rappelez-vous ces choses-là. On est quand même pas si pire ici. Dans notre infrastructure, quand vous trouvez que votre signal Internet n'est pas assez rapide, il y en a qui l'ont pas mal pire. Quand vos gars ne veulent pas aller à l'école, hein? Il y a des petits garçons, là, on ne le voit pas, mais derrière, il y en a un encore plus jeune. C'est leur vie. Ils ne vont pas à l'école. L'Afghane que je vous ai montré tantôt, les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école. OK? Il y en a qui l'ont beaucoup plus rough. Ça vaut la peine. Même moi, avec mes enfants, je commence à leur inculquer ces différences-là. Je leur montre des photos comme ça, puis je dis, ces petits garçons-là, là, ils rêveraient d'aller à l'école ce matin. Puis là, ce que vous ne voyez peut-être pas, là, en haut, à gauche, c'est des chars blindés. Des voitures, des chars militaires. Donc, en plus qu'ils ne vont pas à l'école, en plus qu'ils sont tout seuls, ils sont dans un pays de guerre. Quand vous ne savez pas comment vous allez réaménager votre cour arrière parce que vous ne l'aimez pas, vous ne trouvez pas qu'elle n'est pas assez belle, il y en a qui font ça leur cour arrière. J'ai pris cette photo-là en Afghanistan quand je faisais du jogging pour m'entraîner. Alors, on avait un petit sentier pour s'entraîner, pour courir. À gauche et à droite, on avait des signes mines. Il ne fallait pas que je perde pied puis que je tombe à gauche ou à droite. Okay? Il y en a qui l'ont pire que nous. On n'est pas obligé d'aller à Kosovo, en Afghanistan ou très loin dans le monde pour se rendre compte hein, qu'il y en a qui, des fois, c'est difficile. Les inondations de la rivière Rouge, regardez, pas facile. J'aurais pu mettre des photos de lac Mégantic en 2013. Des fois, c'est bien de se rappeler. Ça nous rappelle qu'on l'a eu dur avant et on était capable de le surmonter. Donc, si on l'a dur encore aujourd'hui, on sait qu'à l'intérieur, on a la force de le surmonter. Ça, c'est Hassan. Je vais faire vite. Hassan, il vient du Sri Lanka. C'était lui qui faisait le ménage dans mon bureau en Afghanistan. Il venait du Sri Lanka et il a perdu sa famille complète dans le tsunami. Il a vu un espoir quand un Turc est venu le chercher au Sri Lanka et lui a offert la Lune. Il dit, je vais te donner un passeport, tu viens travailler en Afghanistan, tu vas être là pendant 5 ans, tu vas être payé super cher. Finalement, Hassan, c'est un esclave. Il n'a jamais eu de passeport, il n'a jamais eu de papier. Quand il travaillait pour moi, il travaillait 7 jours semaine, 18 heures par jour. Hassan m'a pris dans un coin un matin. Il a pris un grand risque. Il voulait que je le ramène au Canada. Clairement, vous pouvez vous imaginer que je ne pouvais pas. Mais regardez, un bel homme, jeune homme, plein d'espoir, a tout perdu. Il y en a qui l'ont plus dur que nous. Isabella, une petite fille du Guatemala. Probablement, elle non plus pas vivante aujourd'hui. Une petite île du Guatemala où je suis allée. L'espérance de vie des enfants, 3 enfants sur 5 ne se rendent pas à l'âge de 6 ans. Ils meurent de maladies pulmonaires parce qu'ils habitent dans des huttes, dans les petites huttes chauffées au bois. Alors, j'avais acheté des crayons à colorier à Isabella. J'espère qu'aujourd'hui, elle est encore là pour les utiliser.
Il y en a qui l'ont plus rough que nous. Je passe par-dessus ça. Un autre défi personnel. Pourquoi je vous montre cette photo-là? Ce sont 3 Turcs qui, quand j'ai dû travailler avec eux en Afghanistan, on ne parle pas une femme. On est gentil, on est poli, on est respectueux. On ne travaille pas avec une femme. Cette photo-là, c'est 5 mois plus tard où ils ne voulaient pas travailler avec moi. C'est mon départ, c'était ma dernière journée en Afghanistan. J'attendais l'avion pour revenir. Et par surprise, sans qu'ils me le disent, ils sont venus me dire au revoir. Avec les leçons que j'avais apprises, ça a pris du temps, je ne les ai pas forcés. J'ai pris plusieurs cafés turcs. J'ai vu toute ma vie se dérouler dans ma tasse de café turc. Ces gens-là ont appris, ont été à la toute fin heureux de travailler avec moi. Donc, je ne le dis pas juste à cause qu'ils travaillent avec moi. Je suis convaincue que j'ai changé leur façon de voir les choses et maintenant, ils acceptent de travailler avec des femmes. Ça, c'est une photo prise à une école en Afghanistan, où pendant mon séjour, on a réussi à ouvrir quelques écoles où les filles pouvaient aller. Malheureusement, je ne sais pas aujourd'hui si ces écoles-là sont encore ouvertes et si les fillettes peuvent encore aller à l'école. Mais du moins, j'ai été témoin de fillettes qui, pour la première fois dans leur vie, ont réussi à mettre les pieds dans une école. C'est en éduquant les jeunes filles dans des pays comme ça qu'on va réussir à sortir ces pays du pétrin. C'est en éduquant les filles qu'on va être capable de les sortir du trouble. Regardez comme elles sont heureuses. Je reviens. L'importance. Moi, je vous montre cette photo-là. Pour vous, c'est autre chose. Quand vous avez une difficulté, quand vous faites face à un obstacle, rappelez-vous pourquoi vous voulez passer par-dessus. C'est peut-être votre famille, c'est peut-être vos enfants, c'est peut-être votre conjoint, peu importe. Rappelez-vous pourquoi vous faites les efforts, pourquoi vous avez besoin de passer à l'action et de ne pas lâcher. Et dans tout ça, c'est ma dernière planche, mon cher Bernard, j'ai dépassé de beaucoup. Dans tout ça, ne jamais oublier que c'est jamais juste pour soi. Vous voulez affronter l'obstacle, vous voulez affronter le défi, c'est bien. Mais dites-vous une chose, si ce n'est pas facile pour vous, c'est assurément pas facile pour ceux qui vous aiment, ceux qui vous supportent, ceux qui vous entourent. Ne les oubliez pas. J'ai toujours un peu de misère avec celle-là. Excusez. C'est mon premier fils à 15 mois quand je pars pour l'Afghanistan. Excusez. Si c'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour eux. Et maintenant, Mégantic, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai aidé plein de communautés, j'ai vu des destructions, j'ai vu des filles qui ne pouvaient pas aller à l'école, qui ont retourné à l'école, j'ai vu des bâtisses complètement démolies, j'ai vu des villages complètement reconstruits, j'ai vu des hommes qui refusaient de travailler avec des femmes et qui maintenant travaillent, je suis convaincue, avec des femmes. J'ai vu des gros soldats comme ça qui disaient « il n'est pas question que j'aille au front avec elle » et qui sont les premiers à vouloir partir au front avec moi. J'ai plein d'espoir. J'ai été témoin de plein d'espoir à cause de l'audace, à cause de la détermination, à cause de la persévérance, à cause de l'esprit d'équipe et à cause de la fierté. L'esprit d'équipe, c'est pour ça que je porte un chandail d'équipe ce matin. La fierté, c'est pour ça que je porte mon coquelicot. Peu importe quelle est votre équipe, peu importe quelle est votre raison, peu importe quelle est votre fierté, pensez à tous ces principes de base-là quand vous allez faire face à des défis et des obstacles. Vous pouvez tous les surmonter, j'en suis convaincue. Ça me fait plaisir d'être ici à Lac Mégantic. C'est mon défi que j'ai choisi pour moi et ma famille. Je ne sais pas comment longtemps ça va durer. Jusqu'au prochain défi, j'imagine. Alors voilà.